Donc je vais appeler Jérôme Philippi de Cagnes sur Mer pour nous parler de la récidive post-opératoire. C'est un sujet classique, mais il y a des actualités, il y a des choses un peu nouvelles en fonction des médicaments, et Jérôme va vous décrypter tout ça, savoir s'il y a des changements. À toi, Jérôme. Merci. Bonjour à tous. Donc le post-opératoire, comme vous le savez, la chirurgie, elle est loin d'être morte dans les maladies inflammatoires et dans le Crohn en particulier. Il y a toute sa place. Et quand on voit ce type de photo, donc là c'est une vue péropératoire en fait, d'un patient que j'ai fait opérer. Vous voyez à droite l'iléon sain, puis on voit sur la partie plus centrale et à gauche un iléon clairement pathologique. Et sur la photo suivante, c'est l'ouverture de la pièce opératoire. Vous voyez un iléon terminal complètement remanié avec de grosses ulcérations, une paroi extrêmement épaissie. Quand on voit ce type de lésion, on peut comprendre que certains patients parfois résistent aux différentes lignes de biothérapie que l'on peut mettre en place. Et donc, il ne faut pas hésiter à passer la main au chirurgien. Et ce travail est très bien montré que la chirurgie garde toute sa place et malgré l'avancement des thérapeutiques, après 2000, vous voyez que le risque de chirurgie 10 ans après une première intervention, ça reste un quart des patients. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et vous avez également certainement entendu parler plus récemment des études qui ont montré l'intérêt de la chirurgie, même chez des patients bio-naïfs. Il y avait l'étude lyrique et en bas à droite, là, vous avez l'étude d'un registre danois qui vous montre que des patients qui sont opérés en première intention, finalement, évoluent peut-être même mieux que les patients qui sont traités par anti-TNF-alpha, et un patient sur deux après chirurgie n'aura pas de traitement. Alors, quand on parle du post-opératoire, il y a différentes périodes qu'il va falloir prendre en considération. Une première période, c'est le premier mois après l'intervention, ça on va en reparler après, c'est très important. Ensuite, les 6-12 mois qui vont suivre l'intervention. Après, vous avez les 2 ans qui suivent et après, à plus long terme. Mais si vous attendez ça, on va arriver trop tard. Donc, il faut vraiment distinguer la prévention et le traitement. Pourquoi ? Parce que la récidive histologique, elle va apparaître finalement très rapidement après l'intervention. S'il n'y a pas de stomie, que vous remettez en continuité l'intestin directement, quelques jours après, il y a des travaux qui ont montré qu'on avait déjà des signes de récidive. La récidive endoscopique, c'est quelques semaines à quelques mois. Clinique, c'est en général quelques années, ça peut être plus précoce, mais on va dire que c'est quelques années. Et la récidive chirurgicale, c'est au bout de plusieurs années. Et donc, on a grosso modo schématiquement 2 phases. La première année, si vous mettez en place un traitement, on va dire qu'on est en phase préventive. Et passé 1 an, où on a ce risque de récidive clinique, si vous n'avez rien fait, on parlera à ce moment-là de traitement. Donc, le post-opératoire précoce, c'est vraiment dans le mois qui va suivre notre chirurgie. Et la première question que vous devez vous poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il faut prévenir la récidive ou est-ce qu'il faut attendre, traiter ? Donc, est-ce que je traite d'emblée ou est-ce que finalement je suis attentiste, j'observe et puis je traite si des arguments récidives. Alors, il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant. Il y a un essai en cours international qui s'appelle Soprano, qui a pour but d'évaluer l'intérêt des biothérapies actuelles en prophylaxie immédiate. Vous voyez qu'il y a 2 groupes. Le groupe A, c'est des patients qui vont bénéficier d'un traitement en systématique. Et le groupe B, on ne fait rien et on va attendre l'endoscopie à 6 mois et en fonction des constatations endoscopiques, on adaptera le traitement. Et ensuite, à 1 an et demi, 2 ans, c'est là que ce sera le critère de jugement de cette étude. Les patients qui auront une récidive classée comme I2B ou plus seront considérés comme en récidive. Et on verra donc l'impact et l'utilité d'un traitement prophylactique systématique. Donc, c'est une étude qui est en cours, on aura les résultats dans quelques années, donc je ne peux pas vous apporter de réponse par rapport à ça. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut considérer les patients qui ont des indications fortes pour mettre en place un traitement rapide et ceux qui ont des indications plus discutables. L'indication forte que tout le monde connaît, c'est le tabagisme actif. Donc ça, c'est clairement démontré et il y a une méta-analyse qui démontre que c'est le seul facteur de risque de récidive, validé, un risque multiplié par 2. Les autres facteurs sont des facteurs plutôt de bon sens. Si vous opérez un patient mais qu'il a d'autres lésions inflammatoires actives sur d'autres parties du tube digestif, c'est bien évident qu'il faut garder un traitement. Les lésions anopérinéales, c'est une atteinte un petit peu particulière, compliquée à prendre en charge, donc bien évidemment, là aussi, on va garder un traitement. Et des patients qui ont des manifestations extra-intestinales justifieront également de mettre en place un traitement. Après, il y a des facteurs, d'autres facteurs que l'on peut prendre en compte. Il y avait un essai intéressant là, dans ce travail néerlandais, qui était une cohorte multicentrique prospective, qui avait randomisé des patients en essayant de stratifier en fonction des facteurs de risque, donc par exemple le tabagisme actif, une maladie fistulisante, des antécédents de chirurgie préalable. Les patients qui n'avaient pas de facteurs de risque étaient considérés comme à bas risque. Les patients qui avaient un ou plusieurs facteurs de risque dus au risque. Et quand on regardait la récidive à 6 mois avec une endoscopie, on voyait qu'en stratifiant uniquement sur ces facteurs de risque, il n'y avait pas de différence en termes de récidive.
Donc tous ces autres facteurs qu'on peut considérer comme discutés ne vont pas être des arguments qui imposent la mise en place d'un traitement. Donc c'est un peu des questions après d'habitude et de pratique dans chaque centre. Donc les indications discutées, c'est l'antécédent de chirurgie préalable, la maladie fistulisante, la résection étendue de l'intestin grêle, la longueur courte de grêle restant après une ou plusieurs chirurgies et la maladie réfractaire. Donc ça fait discuter un traitement, mais ce n'est pas une obligation. Et gardez à l'esprit que quand vous allez mettre un traitement préventif, il ne faut pas surtraiter les patients, parce que c'est des patients qui n'ont pas de symptômes, qui ont a priori pas de lésions inflammatoires évolutives. Et donc l'objectif de votre traitement, ça va être l'efficacité en termes de prévention, mais surtout la tolérance du traitement. Le but, c'est pas que vos patients soient pénalisés par un traitement, alors que peut-être ils ne vont jamais récidiver. Alors, quel traitement mettre en place en préventif? Alors, pendant très longtemps, ça a été l'azatioprine. Il y a eu, après, les publications avec les anti-TNF. Et là, dans cette méta-analyse publiée en 2022, qui compare ces deux traitements, il n'y a plus tellement de débat. C'est l'anti-TNF qui emporte la place parce que l'anti-TNF a été démontré comme supérieur à l'azatioprine en termes de récidive endoscopique, qu'elle soit minime ou sévère, et également en termes de récidive clinique. Vous avez certainement également vu passer cette étude qui s'appelle Reprevio, qui est une étude qui n'a pas été supportée par l'industrie, qui est une étude académique qui a été internationale, qui avait pour but de comparer donc en préventif le vedolizumab au placebo en prévention de la récidive post-opératoire. Et là, vous avez les résultats de cet essai avec le score endoscopique à 6 mois après la mise en place des traitements. Et vous voyez donc les malades par vedolizumab avaient 78% de chance d'avoir un score de Rutgers plus faible que ceux qui étaient traités par placebo. Et sur ce graphique qui est peut-être plus parlant, où l'on considérait la récidive à un score strictement supérieur à I2A à la semaine 26, vous voyez que les patients qui récidivaient dans le groupe placebo étaient de 62%, comparativement à 23% dans le groupe placebo. Donc l'intérêt du vedolizumab par rapport aux anti-TNF, c'est probablement le profil de tolérance qui est bien meilleur, comme vous le savez. Donc une fois que vous avez pris la décision ou pas de traiter vos patients à ce moment-là, on va se placer un petit peu plus loin, entre 6 et 12 mois, ça c'est les recommandations ECHO pour faire votre endoscopie de dépistage. Et ça reste l'acte indispensable. Et là, vous avez le design de l'essai POCARE, qui est également un essai qui date un petit peu maintenant, qui avait pour but de prendre des patients opérés. On allait stratifier le schéma de traitement préventif en fonction des facteurs de risque que nous avons listés précédemment. Les patients qui n'avaient pas de facteurs de risque ou peu ne bénéficiaient pas de traitement. Ceux qui avaient un risque considéré comme élevé étaient traités par thiopurine et les patients intolérants à thiopurine étaient traités par adalimumab. Tous les patients avaient 3 mois de traitement antibiotique par du métronidazole faible dose. Et à 6 mois, ils étaient randomisés pour avoir à 6 mois soit une endoscopie, et en fonction de cette endoscopie, on allait adapter le traitement s'il y avait des récidives endoscopiques significatives. Et si par contre ils n'avaient pas d'endoscopie, ils étaient suivis et 1 an plus tard, c'était le critère de jugement de l'étude, on faisait pour tout le monde une endoscopie. Et quand vous regardez les résultats dans ce travail, vous voyez qu'il y avait une différence significative en termes de récidive en faveur des patients qui étaient traités de manière active. Donc cette étude, elle allait plutôt dans le sens de faire une surveillance active avec une endoscopie à 6 mois et adapter votre traitement chez les patients qui étaient en récidive. Alors là, c'est un rappel des lésions élémentaires que l'on peut voir lors de cette endoscopie. En haut à gauche, vous avez la récidive dite I1 avec uniquement des petits aftes. En bas à gauche, c'est des lésions purement limitées à la ligne d'agrafage anastomotique, donc c'est le score I2A. En haut à droite, une atteinte un petit peu plus sévère avec des ulcérations superficielles sur une muqueuse intercalaire saine, c'est le I2B. Et après, en bas à droite, vous avez la présence d'ulcères superficiels sur une muqueuse pathologique inflammatoire. Donc là, on sera plutôt sur du I4. Donc ce score de Rutgers qu'on utilise largement, qui est un score ancien, qui n'avait jamais été validé de manière prospective, mais que tout le monde utilise. Vous en retrouvez donc la définition. I0, pas de lésion. I1, c'est moins de 5 aftes avec muqueuse intercalaire normale. I2, qui avait été distingué en I2A, I2B. Le I2A, on ne le considère pas vraiment comme une récidive actuellement. C'est l'atteinte purement anastomotique. Et possiblement qu'il y a un mécanisme ischémique là-dedans. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément tendance à traiter des patients. Et au-delà, pour l'instant, on va plutôt avoir tendance à traiter des patients. Là, c'est le rappel des différentes zones d'anastomose que vous devez évaluer. À droite de la diapositive, vous avez la partie plutôt colique.
En pointillé, c'est la ligne anastomotique, donc ligne d'agrafage du chirurgien. Et après, vous voyez le néo-iléon terminal, l'anse iléal borgne en haut à gauche et le corps iléal. Et tout ça, il faudra bien le décrire dans les comptes rendus. Et tout ça va servir à adapter notre stratégie thérapeutique ultérieure. Donc, si on fait un résumé en fonction de la gradation de ce score de Rutgers endoscopique à 6 mois, les patients qui vont être I0, donc pas de récidive, donc là, on va probablement pas mettre en place de traitement, puisque le risque d'évolution est extrêmement faible. Et ce que l'on peut proposer à l'heure actuelle, c'est une surveillance qui va être clinique, biologique, avec dosage de la calprotectine fécale. Et vous savez que le cut-off actuellement admis pour dire que les patients ne sont pas en récidive, c'est un score inférieur ou égal à 100 microgrammes par gramme. Les centres qui font de l'échographie, c'est également un très bon moyen pour surveiller de manière non invasive les patients. Et l'iléocoloscopie, qu'on va en général répéter 1 an après cette évaluation initiale à 6 mois. Pour les patients qui ont une récidive dite sévère, c'est-à-dire I3, I4, probablement que là, il va falloir discuter la mise en place d'une biothérapie, en sachant qu'on a peu d'études qui valident ça. On a les données de l'étude de Bordeaux et de Louvain, c'est une cohorte rétrospective qui avait démontré que de traiter les patients, que ce soit un immunosuppresseur ou un anti-TNF, faisait mieux que de ne rien faire face à une récidive sévère. Et puis entre les deux, voilà, c'est un petit peu le ventre mou, chaque centre fait un petit peu ce qu'il veut. C'est difficile de vous dire s'il faut introduire une biothérapie ou pas, c'est des questions d'habitude et d'experts. La surveillance va être la même que pour le I0, avec la calprotectine, l'échographie et l'iléocoloscopie plus tard. Et quand on regarde les données de poker chez les patients qui ont été en récidive à 6 mois et qu'il y avait une escalade thérapeutique, vous voyez que le taux de révision endoscopique 1 an après, il n'était pas quand même majeur, c'était 38%. Et dans le travail de Pauline Rivière de Bordeaux, en fait, vous voyez que là, chez les patients qui bénéficiaient d'un traitement ou d'une intensification de traitement versus on ne fait rien de plus, il n'y avait pas de différence significative qui sortait dans le suivi ultérieur des patients. Donc actuellement, il y a un essai du GTED en cours qui est piloté par David, qui s'appelle l'essai Pomerol, qui a pour but de répondre à la question est-ce qu'il faut traiter les patients qui sont I2. Donc c'est des patients qui ont eu une intervention, qui vont être suivis pour une période de 6 à 12 mois. À ce moment-là, il y a une endoscopie qui est faite et en fait, ils vont être randomisés en prenant en compte le traitement qu'ils ont eu avant ou après l'intervention. Est-ce qu'il y a eu un traitement préventif de mis en place ou pas? Les patients qui n'avaient pas de traitement et qui ne sont pas considérés comme en récidive endoscopique, on ne fait rien de plus et on continue à les observer. Par contre, ceux qui ont un score I2B ou plus important vont bénéficier de l'introduction d'un traitement en monothérapie anti-TNF sous-cutanée par le Remsima. Et les patients qui avaient un traitement prophylactique immunosuppresseur avec de l'azatioprine, s'ils ne sont pas en récidive endoscopique, ils poursuivent leur traitement. Et s'il y a une récidive endoscopique, eux vont bénéficier d'une combothérapie en maintenant l'azatioprine et en introduisant ce traitement par Remsima. Donc à l'heure actuelle, si on devait proposer une prise en charge post-opératoire, ces patients qui se fait opérer, vous décidez dans le mois qui suit l'intervention de mettre en place un traitement. Si vous considérez qu'il y a haut risque de récidive, faut le traiter, il ne faut pas attendre. Ça peut être débuté dans les 2 à 4 semaines qui suivent l'intervention. Et à 6 mois, vous faites une endoscopie d'évaluation et un dosage de calprotectine qui vous servira de référence pour un suivi après semestriel. Chez les patients qui sont I0, donc là on va pas du tout modifier notre stratégie thérapeutique et on propose un suivi renforcé, clinique, biologique, avec dosage de la calprotectine tous les 6 mois et échographique dans les centres qui sont habitués à faire ça. Les patients qui sont I3, I4, maintenant il n'y a pas de discussion, s'il n'y avait pas de traitement, on introduit un traitement vedolizumab ou anti-TNF. Et chez des patients qui étaient déjà traités, on va optimiser notre traitement. Et pour les patients qui sont entre les deux, donc score I2, c'est ce qui pose toujours le plus de problèmes, là c'est de la discussion un petit peu au cas par cas, c'est des habitudes d'experts. Et il n'y a pas d'obligation pour le moment à mettre en place de traitement. Il faut continuer à suivre nos patients de près avec les dosages biologiques et on aura les études à venir avec Soprano et probablement l'essai Pomerol dont les inclusions finissent en fin d'année, dont vous aurez les résultats, je pense, communiqués en 2026. Merci de votre attention. S'il y a des questions, avant les questions, je vais faire une petite remarque. Ouais, il y a Carmen qui a une question, mais je vais faire une petite remarque pour résumer un peu l'affaire. Finalement, on a 2 situations. La prévention,
de la récidive post-opératoire et le traitement. La prévention, c'est une situation, comme tu l'as dit, parfois un peu complexe parce que finalement, soit on va décider de traiter ou de ne pas traiter les patients. Si on les traite, c'est parce qu'il y a des facteurs de risque, souvent. Tu as montré qu'il y avait 2 molécules qui ont montré leur intérêt, qui étaient plutôt le Vedo et les anti-TNF. L'ustekinumab n'a pas été testé dans cette situation, mais on peut penser que ça peut marcher aussi. L'azatioprime n'a pas trop sa place dans cette situation, finalement, de moins en moins. Moi, je le fais plus. Et dans la réalité clinique, souvent, finalement, les patients qu'on a aujourd'hui, c'est rarement des patients qui sont naïfs de biothérapie. Les patients qu'on opère, c'est souvent des patients qui ont eu finalement un traitement par biothérapie, soit une ligne, soit 2 lignes. Donc, qu'est-ce que tu fais une fois qu'ils ont été opérés? Est-ce que, finalement, ces patients qui ont quand même eu 2 lignes de biothérapie, est-ce que vraiment tu ne fais rien? Ou est-ce que, s'il n'y a pas de facteur de risque, ou est-ce que tu vas les traiter? Et si tu les traites, est-ce que tu reprends la même ligne de biothérapie ou est-ce que tu vas changer de ligne de biothérapie? C'est compliqué ce que je te propose. Non, c'est compliqué, mais c'est la réalité de terrain. Donc je pense que je ne suis pas certain. C'est pour ça que quand on dit maladie réfractaire, c'est une indication discutée de traitement. C'est vrai que pendant longtemps, on l'a fait, mais je pense que le problème, c'est probablement qu'on empile les lignes thérapeutiques chez les patients qui ne vont répondre à rien parce que la maladie est trop évoluée et finalement, on décale au maximum la chirurgie en disant j'ai de plus en plus de traitements et d'opérer le patient, c'est pas toujours simple. Mais peut-être que de les opérer plus tôt, on leur fait gagner du temps. Il y a de l'épargne de traitement derrière. Donc je pense que ça à prendre en compte. Et je ne suis pas certain qu'un patient qu'on va opérer après 3 lignes de biothérapie soit plus sévère que celui qui a eu qu'une ligne et qui ne répond pas. Il n'y a pas de facteur de risque. S'il n'y a pas de facteur de risque. Je ne suis pas certain. Mais ça veut dire qu'il faut les surveiller de près. Ça veut dire qu'il faut les surveiller. À 6 mois, il faut absolument, ou avant, faire une endoscopie. Moi, je garde. Après, on a dit, est-ce qu'il faut continuer à faire des endoscopies à 6 mois? Peut-être que la calpro, ça suffit. Moi, je pense que c'est quand même important de le faire parce qu'on a des données objectives. On voit les lésions. I3, I4, si ce n'était pas traité, il faut mettre en place un traitement. Et si on a mis un traitement en place déjà en prévention, il va falloir l'optimiser ou le changer. Tes talents de chanteur, ça. Merci Jérôme pour ce bel exposé, passionnant. J'ai juste une question de néophyte un petit peu. Je suis moins spécialisé dans les Mickey, évidemment, que tu ne l'es. Est-ce que si l'indication se pose de reprendre une biothérapie prématurément après la chirurgie, enfin le plus tôt possible, est-ce qu'il n'y a pas des complications? Est-ce que ça n'augmente pas les complications post-opératoires? Non, alors ça, il y a eu pas mal d'études de fait avec des résultats plus ou moins discordants. Alors, en général, on va attendre, il faut laisser passer 2 semaines, être sûr qu'il n'y ait pas de complications d'abcès local, de choses comme ça. Et si le post-opératoire, dans les 2 semaines, s'est très bien passé, on peut reprendre un traitement sans trop de problèmes, je pense, à l'heure actuelle. Merci. Dans la même idée, en attendant que Carmen pose la question, aujourd'hui, l'indication d'arrêter les traitements avant de faire la chirurgie, elle est quand même assez discutée. Oui, complètement. Voilà. Parce qu'à un moment, voilà aussi, on peut très bien opérer les patients sans arrêter les traitements, sans faire des périodes d'arrêt. Pour les biothérapies, tu es d'accord? Et puis surtout, quand on les opère, parfois ils sont compliqués, on ne va pas les laisser traîner 2-3 semaines. Ça ne va pas augmenter les risques d'abcès ou de choses comme ça. J'avais plusieurs remarques. Première, il y a quand même quelques données avec l'ustekinumab en post-opératoire, c'est la cohorte Remind. Deuxième chose, on m'a volé ma question sur la chirurgie, parce qu'on connaît très bien le suivi post-opératoire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire opérer les patients, parce qu'on voit plein de patients qui arrivent avec 10 cm d'iléon malade, et déjà 3-4 lignes de traitement. Et on se dit que c'est quand même une perte de chance pour le patient. Et dans le même sens, est-ce que... Qu'est-ce qui est une perte de chance? C'est de ne pas l'opérer? C'est du perte du temps, parce que tu fais un traitement... De ne pas l'opérer? Oui, ne pas l'opérer, exactement. Ouais, tu perds du temps en essayant tout le temps des traitements qui arrivent trop tard sur une maladie un peu trop avancée. Ouais, je suis d'accord. Et donc, dans ce sens-là, et au vu des données de gastroentérologie de l'année dernière, est-ce que ça t'arrive de proposer des patients, de parler au moins de la chirurgie à des patients qui rentrent dans la maladie sans facteur de risque de récidive? Je pense qu'il faut, dès qu'on les voit, notamment les patients qui ont des pathologies avec un phénotype sténosant, qui sont symptomatiques, je leur propose d'emblée. Et après, c'est un petit peu qui vont faire leur choix. Il y a des patients qui vont te dire, moi, je veux avoir un traitement qui joue sur l'immunité, j'ai pas tellement envie, et j'ai pas de scrupule à les faire opérer d'emblée, mais c'est pas la majorité, très sincèrement. Après, les patients qui sont très symptomatiques, je vais tenter une première ligne de biothérapie, ça marche pas, je les fais opérer, je passe pas sur une seconde. Merci.
C'est vrai que Yoram, il avait montré avec Créole le GTED qui avait un bénéfice à traiter les patients qui avaient des sténoses. On pouvait des fois les récupérer, mais c'est vrai aussi que l'IRIC a montré que quand tu avais des sténoses courtes, voilà, la chirurgie, elle avait effectivement aussi toute sa place si les malades ne répondent pas. Hein. Donc tu peux proposer sur des maladies courtes, c'est vrai que c'est un facteur de risque, ça se discute, effectivement. Ouais. Parce qu'on sait que le risque de récidive, il est faible. Donc, du coup, on en a tous dans nos cohortes de patients qui ont été opérés d'emblée et qui vont bien et qui n'ont jamais été traités après. Et la chirurgie, c'est vraiment le moment où c'est important, notamment pour les patients fumeurs, d'insister sur l'arrêt du tabac. Souvent, la chirurgie, c'est un vrai tournant dans le cours évolutif de la maladie. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut vraiment discuter de ça. Le patient qui a ouais. Ouais. Oui, on peut se désengager moyennant un suivi armé biologique avec une calprotectine régulière. Ouais. Une question. Oui, justement, je rebondis sur le tabagisme. Le fait que le patient soit sevré récemment du tabagisme, est-ce que ça a la même valeur pour le traitement préventif, avec la même indication forte, que s'il est encore actif ? Si c'est le patient, il s'est sevré, on va dire, au moment de l'intervention, je vais considérer que c'est qu'il a quand même ce facteur de risque. Il fumait avant, et donc le patient qui était fumeur très récemment, moi j'aurais tendance à le traiter d'emblée en post-op. Et quel délai à peu près dans ce cas-là? On peut se dire 3 mois avant la chirurgie, parce que parfois on a des programmations de chirurgie. Pour le sevrage du tabac? Oui. Ça, je n'ai pas de réponse basée en tout cas sur une preuve scientifique particulière. Mais un sevrage récent, il faut le considérer comme encore un tabagisme. Je sais pas cette valeur, je sais pas. Je sais pas trop, on n'a pas trop de données là-dessus. Ce qui sortait, c'est que quand même le sevrage tabagique, c'est un facteur important dans la prévention de la récidive. Mais c'est une vieille étude, hein, celle de Jacques Cohn, là. Mais après, je sais pas si on avait les données. Depuis combien de temps ils étaient sevrés, les patients? Je sais pas trop. C'est bon. Vous avez d'autres questions? Il était très clair. On enchaîne alors. Merci.